Bien. Alors, ce matin, le premier sujet, c'est le nouveau dérapage des comptes publics. Vous avez vu que la Cour des comptes anticipe un nouveau dérapage de 6 milliards d'euros de manque de recettes qui s'ajoute aux 13 milliards précédents, ce qui fait qu'on est en gros à une vingtaine de milliards de dérapage des comptes publics. Je rappelle que sur les déficits, on était sur la loi de finances sur un déficit prévisible qui était de 3,5. Il y a 3 semaines, on nous annonçait 4,1, 4,2. On va être très vraisemblablement au mois de mars à 4,5. C'est vraiment le symbole et la caractérisation de l'asphyxie de l'économie, c'est-à-dire d'avoir en permanence augmenté les impôts comme ils l'ont fait. On a une économie qui est totalement asphyxiée. Arriver à une telle baisse des recettes fiscales, alors que sur la seule année 2013, c'est 30 milliards d'impôts supplémentaires qui ont été mis, 35 milliards exactement, qui ont été mis, et depuis 18 mois, c'est 50 milliards de plus. Et avec ça, on a une chute des recettes fiscales sans précédent, et avec un ministre du budget qui nous raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que de semaine en semaine, il invente, il dit n'importe quoi. Je pense qu'on est là en face d'un ministre dont l'arrogance n'a d'égal que le laxisme ou l'incompétence. De semaine en semaine, alors il va sans doute encore nous inventer autre chose cet après-midi. On n'a jamais été dans cette situation. Je rappelle les 2 derniers budgets que nous avons votés et conduits en entier, entre la loi de finances initiale, si je reprends les budgets 2010-2011, les budgets en entier dirigés par notre majorité, on était à l'identique entre le budget exécuté et le budget en LFI. On a même fait à chaque fois plutôt un petit peu mieux. Là, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et cette situation a toutes les conséquences que l'on connaît sur le plan économique. Et aujourd'hui, ça montre à quel point le discours sur le pacte de crédibilité, sur le pacte de responsabilité, manque totalement de crédibilité. Ah oui, oui. Un autre sujet qui n'a rien à voir, mais sur la haute autorité. Sur la haute autorité, bon, vous avez vu que cette haute autorité est née des lois Cahuzac. Vous avez entendu m'exprimer plusieurs fois sur le sujet. Ceci étant, maintenant, la loi est votée. Bon, c'est la loi de la République, elle s'impose. Je ne reviens pas sur la composition. Vous avez deux conseillers du Conseil d'État. Vous avez 2 conseillers de la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Cour de casse, et puis 2 personnes qualifiées, une du Sénat, une de l'Assemblée. Mais on a appris en fin de semaine que le président de la haute autorité, M. Nadal, avait recruté un secrétaire général et une attachée de presse. Bon, d'abord, on ignorait qu'il y avait besoin d'un secrétaire général et d'une attachée de presse pour ce poste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que les 2 personnes qui ont été recrutées sont les membres d'un cabinet ministériel, les membres du cabinet de M. Vidalis. Quand on en arrive là, sur cette haute autorité qui devait être censée incarner la transparence, l'indépendance, et qu'on recrute des collaborateurs très engagés politiquement, on ne peut pas l'être plus, et ce qui est légitime, on a le plus grand respect pour les collaborateurs qui s'engagent en politique, quelles que soient leurs convictions. Mais les engager là, auprès de la haute autorité, autant qu'on dépose nos numéros de compte bancaire pour l'opposition directement rue de Solferino, je crois que ça simplifiera les choses et ce sera plus facile sur le fonctionnement. Il y a un vrai sujet de fond. Alors, nous allons voir s'il n'y a pas d'autres sujets aussi sur les moyens qui sont donnés à la haute autorité, parce que là, on découvre ces 2 membres de cabinet, peut-être qu'il y a d'autres moyens aussi mis à disposition. Le minimum serait qu'il y ait, là aussi sur ce sujet, une transparence complète sur la haute autorité, ses moyens de fonctionnement et les personnels de recrutement.
Le recrutement, nous, ce que nous disons, c'est que si tant est qu'il y ait besoin d'avoir des personnels supplémentaires, on peut très bien les recruter à l'Assemblée, parmi les hauts fonctionnaires de l'Assemblée. Jamais personne, que ce soit de gauche comme de droite, n'a remis en cause la probité et l'indépendance des hauts fonctionnaires de l'Assemblée, que ce soit par les majorités de droite comme de gauche. Donc si M. Nadal a besoin de s'entourer de personnel, bon, ce sera intéressant de justifier pourquoi il y a besoin de moyens supplémentaires et qu'il fasse transparence sur ces moyens, mais au moins que ce soit fait sur des personnels et des hauts fonctionnaires de l'Assemblée. Voilà les deux. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous n'attendez pas de la réunion sur l'intégration de la Écoutez, on attend d'y voir clair. On a vu la lutte d'influence qu'il y avait entre Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault et Claude Barthelone, chacun y allant de la création de son... je cherche, c'est le même système que l'OPEX voulait faire Claude Barthelone. L'office. La création, donc l'idée de Claude Barthelone de créer un office parlementaire. On parle maintenant d'un haut commissariat, d'un haut conseil. Enfin, je ne sais pas où on va atterrir sur ce sujet. Donc, on est d'abord dans une lutte interne au PS. Et on reste dans ce que j'avais annoncé la semaine dernière, un vrai procès en légitimité du Premier ministre, qui, aussi bien sur la loi sur la famille que sur ces sujets, se fait tacler quand ce n'est pas par le président de groupe, c'est par le président de l'Assemblée nationale, quand ce n'est pas par le président de l'Assemblée nationale, c'est par son ministre de l'Intérieur, et dans tout ça, on voit qu'il y a sans doute de moins en moins de considération de la part de l'Élysée à son égard. Donc on attend demain, et on réagira demain. Est-ce que vous avez parlé, à la réunion de vous, du vote en Suisse et sur l'attitude que l'Europe doit adopter dans cette affaire? Moi, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Mes collègues, je pense qu'il faut regarder cela de la manière suivante. D'abord, la Suisse est un État indépendant et on n'a pas à aller faire d'ingérence sur ce référendum. C'est une décision qui leur est propre. Ensuite, cette décision, bien évidemment, n'est pas sans conséquence sur les traités européens. Donc il va falloir mesurer quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir. Troisième élément, la Suisse s'est donné 3 ans pour la mise en application de ces quotas qui doivent être liés à la croissance économique. C'est-à-dire, en clair, ils disent il faut que l'immigration contribue à la croissance économique du pays, mais ils se donnent 3 ans pour mettre ça en application et mener les négociations avec l'Union européenne. Et puis, dernier point, donc ce à quoi nous veillons, c'est bien évidemment que nos Français qui sont frontaliers ne subissent pas les conséquences de tout cela. Donc, nous avons 3 ans, on est dans un cadre qui est sur une vocation économique, c'est-à-dire de dire ceux qui souhaitent venir travailler peuvent le faire à condition qu'ils contribuent à la croissance, donc ils viennent pour une activité économique et non pas pour de l'attractivité sociale. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Il faut, à mon avis, prendre un peu de temps et regarder comment les choses vont se passer, notamment les conséquences qu'il peut y avoir sur nos traités. Sur la sortie de Pierre Gattaz, du déplacement de François Hollande aux États-Unis, qui dit que contrepartie au pacte de responsabilité, comment vous réagissez? Je pense qu'il y a toujours un petit temps de retard au MEDEF. On l'a vu sur les retraites, on le voit là. C'est ce que nous disions il y a 3 semaines. Mais bon, moi je suis ravi que Gattaz vienne sur les positions de l'UMP. Mais nous l'avons dit il y a 3 semaines. C'est-à-dire que la seule préoccupation du gouvernement, c'est de se préoccuper de comment imaginer de nouvelles contraintes pour les entreprises. Et c'est ça qui mobilise toute la gauche aujourd'hui. Ce qui était tout à fait prévisible. Et quand on voit les dérapages financiers auxquels on assiste,
d'entendre le président de la République expliquer qu'il y a trop d'impôts et d'avoir un tel échec sur la gestion des finances publiques. Je pense qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas un gouvernement qui a mesuré un tel dérapage. C'est bon ?